La République, en quête de milliards, a trouvé l'économie là où elle blesse le plus profondément, dans le temps sacré. 2 jours fériés supprimés, 2 pages arrachées à notre calendrier commun, 2 balises effacées de notre horizon collectif. Et dans le silence assourdissant de la résignation générale, personne ne bronche. Ce qui tombe aujourd'hui, ce n'est pas qu'un simple lundi de printemps, ni une date sur un agenda administratif. C'est une idée de la France, de son rapport au temps, à ses morts, à son histoire, à sa mémoire vivante. Le lundi de Pâques, prolongement lumineux du mystère de la résurrection, est rayé d'un trait, comme si ce moment de foi et d'espérance devenait désormais un luxe inutile. Le 8 mai, jour qui symbolise non seulement la victoire militaire sur le nazisme, mais surtout la paix retrouvée entre les peuples européens meurtris, est effacé au nom de l'efficacité budgétaire et de la rationalisation comptable. Supprimer ces jours, ce n'est pas simplement gratter quelques milliards dans un budget. C'est une véritable profanation du temps, un renoncement à ce qui fait la force d'une nation, sa capacité à s'arrêter, à se souvenir, à se rassembler. Dans une société où tout est réduit à la performance, au rendement, à la rentabilité, où le temps n'est plus qu'un facteur de production, ces jours sacrés deviennent des cibles faciles. La France qui efface ces jours sacrés est une France qui renonce à son âme. Et une nation sans âme ne peut qu'avancer à l'aveugle, privée de repères et de racines. Le lundi de Pâques n'est pas qu'un simple jour chômé. C'est une page dans le grand livre du temps chrétien, un prolongement du mystère fondamental qui éclaire la foi de millions de Français, la résurrection du Christ. Ce jour-là, chaque année, la France chrétienne célèbre la victoire de la vie sur la mort, de l'espérance sur le désespoir. Pendant des siècles, ce jour a structuré le rythme des saisons, des familles, des communautés. Il a donné aux hommes et aux femmes un moment pour se recueillir, se rassembler, se ressourcer. Le supprimer, c'est briser ce lien. C'est dire que cette lumière spirituelle n'a plus sa place dans la République moderne, obsédée par l'efficacité. Puis il y a le 8 mai, un jour chargé d'histoire et d'émotions, trop souvent réduit à une simple commémoration militaire. Mais au-delà de la victoire sur un régime totalitaire, c'est surtout le jour où l'Europe a retrouvé la paix, après 2 guerres mondiales qui ont déchiré des millions de familles. Il faut dire les choses clairement. Ces conflits ont été des tragédies où les peuples prolétaires ont payé le prix fort, conduits au carnage par des élites bourgeoises, souvent aveugles à leur propre humanité. Le 8 mai symbolise donc aussi la fin de ces erreurs tragiques, le début d'une fraternité nouvelle entre les nations européennes. Effacer ce jour du calendrier officiel, signer cette paix durement acquise, c'est faire fi des leçons du passé. C'est oublier que la paix est un combat quotidien, fragile et précieux. Mais plus encore, cette suppression illustre un mal plus profond. Le temps n'est plus sacré. Il est devenu comptable. Chaque heure, chaque minute, chaque jour se mesure en euros et en déficit. La fête, ce moment où on suspend les horloges pour se retrouver, devient suspecte. L'histoire, ce récit partagé qui forge les peuples, devient une charge, un poids à réduire. Nous perdons ainsi plus que 2 jours fériés. Nous perdons un peu de notre humanité, un peu de ce qui fait le ciment invisible d'une nation, la mémoire, la célébration, le respect du temps. Alors que la République serre la vis, qu'elle impose des sacrifices aux travailleurs, aux familles, aux petites gens, elle ferme les yeux sur le train de vie des puissants. 4,2 milliards d'euros d'économies sont attendus grâce à la suppression du lundi de Pâques et du 8 mai. Mais à quel prix? Ce sont les citoyens, les ouvriers, les employés, les artisans, les agriculteurs, ceux qui font tourner le pays, qui paient la facture. Pendant ce temps, dans les salons feutrés des ministères et des assemblées, les élus poursuivent leur vie dorée, protégés par des privilèges anciens et une indifférence flagrante. Pas de baisse de train de vie, pas de coup de rabot sur les millefeuilles administratifs, pas de réforme véritable du Sénat. Ce château fort d'une oligarchie sourde aux cris du peuple. Les débats publics, quand ils existent, sont une mascarade. Les mesures d'austérité touchent toujours les mêmes. Jamais les élus, ni leurs intérêts. On demande aux Français de travailler plus, de faire des efforts.
d'accepter la réduction de leurs droits. Mais les puissants, eux, continuent de siéger, de cumuler les mandats, de bénéficier de retraites dorées. Cette injustice sournoise est le poison qui ronge la confiance entre le peuple et ses institutions. Elle creuse un fossé profond entre ceux qui vivent de leur travail et ceux qui vivent du pouvoir. Et cette fracture ne date pas d'hier. Elle s'inscrit dans un système où la classe politique s'est peu à peu coupée de la réalité, où l'élite s'est protégée par des codes et des réseaux, laissant le peuple à ses luttes quotidiennes. On ne demande pas la charité, on exige la justice. Mais comment peut-il y avoir justice quand les élus refusent de donner exemple, quand ils ferment les yeux sur leurs propres privilèges, quand ils détournent le regard face aux sacrifices imposés aux travailleurs? Supprimer 2 jours fériés, c'est imposer une charge symbolique et matérielle supplémentaire à un peuple déjà essoufflé. Mais c'est surtout un message clair. Dans cette République, l'effort est unilatéral. Ceux d'en bas paient, ceux d'en haut encaissent. Parlons franchement. Les baby-boomers ont bénéficié d'un âge d'or que les générations suivantes ne connaîtront jamais. Un monde de plein emploi, de salaires stables, d'immobilier accessible. Ils ont accumulé un patrimoine considérable, souvent sans le moindre effort, héritant d'une société forgée par les sacrifices de leurs parents. Et aujourd'hui, cette génération dorée perçoit des retraites bien plus élevées que ce qu'elle a cotisé, jusqu'à 2 fois plus parfois. Un véritable hold-up silencieux sur les ressources du pays, orchestré par un système conçu par eux, pour eux, au détriment des jeunes générations. Car il faut le dire clairement, le système de retraite par répartition a fonctionné à plein rendement pour eux, dans une période où le nombre d'actifs était largement supérieur à celui des retraités. Un équilibre favorable qui ne pourra jamais se reproduire. Les baby-boomers ont aussi profité de taux d'intérêt élevés dans le passé, dit-on, pour justifier leur situation. Oui, certes, les taux pouvaient atteindre 12% dans les années 70, mais comparer 12% d'un emprunt de 50 000 euros à 3% d'un emprunt à 150 000 euros, c'est ignorer la réalité. Plus on emprunte, plus on paie d'intérêt au total. Et aujourd'hui, l'endettement est colossal, écrasant les jeunes et les familles. Ce grand âge d'or des baby-boomers est aussi celui de la captation des richesses. Une génération qui, pendant que d'autres peinaient, a construit son confort sans contrepartie réelle, laissant derrière elle un pays fragilisé, endetté, divisé. Et que font-ils aujourd'hui? Ils repoussent toujours plus loin l'âge de la retraite pour les suivants, exigeant des sacrifices qu'eux-mêmes n'ont jamais faits. Ils tiennent fermement les rênes du pouvoir politique et économique, comme si le pays leur appartenait. Mais cette injustice ne peut durer. Les jeunes générations ne sont pas condamnées à payer pour les erreurs et les privilèges des aînés. La dette morale est énorme. Il est temps de rétablir l'équilibre, la justice et de bâtir un avenir viable. Il ne s'agit pas ici d'une diatribe contre les individus, mais une dénonciation d'un système qui a favorisé un âge d'or inégalitaire, creusant les fractures sociales et économiques. Les baby-boomers aiment se raconter comme la génération du progrès, des droits, de la croissance. Ils se disent éclairés, responsables, soucieux de l'avenir. Mais leurs actes parlent plus fort que leurs discours. Leurs propres parents, qui avaient connu la guerre et la misère, faisaient 3, 4, parfois 5 enfants. Eux ont laissé la fécondité française glisser doucement mais sûrement, sous les 1,8 enfants par femme. Le seuil de renouvellement des générations est fixé à 2,1. Ils ne l'ont plus jamais atteint depuis les années 70. Ce n'est pas une catastrophe biologique, c'est une démission civilisationnelle. Ils ont choisi la société de consommation plutôt que la société de transmission. Le confort plutôt que la fécondité. Le loisir plutôt que l'héritage. Ils ont érigé l'individualisme en vertu, confondu libération sexuelle et désert spirituel. Inventé des slogans flatteurs pour cacher une réalité démographique brutale. Ils nous répètent que c'est un choix personnel. Mais dans un système fondé sur la solidarité intergénérationnelle. La natalité n'est jamais un pur choix privé. C'est un fait collectif, un pilier de toute société. Un peuple qui ne fait plus d'enfants est un peuple qui délègue son avenir ou l'abandonne. Et pourtant, ce sont ces mêmes générations qui bénéficient aujourd'hui d'un système de retraite
conçu pour un monde qui n'existe plus. Celui des 30 glorieuses, des familles nombreuses, de la croissance continue. Le système par répartition, pensé dans un pays jeune et fécond, s'écroule faute de bras. Pour un retraité, il fallait 3 cotisants en 1970. Aujourd'hui, c'est à peine plus de 1,5. Et demain, ce sera l'effondrement ou l'immigration de masse, présentée comme solution miraculeuse, mais qui ne résout ni la crise de la natalité, ni celle de l'identité. Et face à cette impasse, on culpabilise les jeunes. Pas assez d'efforts, pas assez de cotisations, pas assez de patriotisme. Mais qu'ont-ils reçu? Un pays endetté, désindustrialisé, déraciné, et un modèle social qui les écrase au lieu de les élever. Alors la République ajuste. Elle rogne sur les jours fériés. Elle repousse l'âge de départ à la retraite. Elle traite les actifs comme une variable d'ajustement budgétaire. Mais refuse toujours de poser la seule vraie question. Où sont passés les enfants? Une société qui ne donne plus la vie est une société qui se donne la mort à petit feu. Une nation sans berceau est une nation sans avenir. Et cette génération qui a oublié d'enfanter exige désormais qu'on la fasse vivre encore, quoi qu'il en coûte. Mais nous, qui viendra nous porter? Avant que la République ne réduise les jours fériés à des coûts cachés ou des déficits potentiels, la France connaissait un tout autre rapport au temps. Un rapport sacré, rythmique, enraciné dans le ciel et la terre, dans les saisons et la liturgie, dans les travaux et les jours. Sous l'Ancien Régime, on ne comptait pas moins de 30 à 40 jours fériés religieux par an. Fête patronale, dimanche sanctifié, grande solennité chrétienne. Le calendrier n'était pas un outil de productivité, c'était une école de mémoire. Un miroir du ciel dans la vie terrestre. Le travail avait ses temps forts, bien sûr, mais il n'écrasait pas tout. Il s'inscrivait dans une économie du salut, dans un rythme anthropologique. 6 jours tu travailleras, le 7e tu te reposeras. Ce repos n'était pas seulement utilitaire, il était offert à Dieu, à la famille, à la terre. Il donnait du sens à l'effort. Puis vint la Révolution, avec ses pendules réglées, ses mois réinventés, ses fêtes rationnelles. Le calendrier républicain, imposé de force en 1793, abolit les dimanches, les saints, les fêtes. Il remplaça la semaine par la décade. Les jours n'avaient plus de patron, mais des noms d'outils ou d'animaux. On chassait Dieu des horloges. Car il fallait rééduquer le peuple, lui faire oublier ses repères charnels, ses rythmes hérités, son Dieu. Le temps devait devenir fonctionnel, utile, productif. Fini la fête, vive l'efficacité. Fini la sanctification, vive la rentabilité. Et si le calendrier révolutionnaire fut abandonné sous Napoléon, son esprit hante encore nos institutions, suspicion envers les traditions, mépris de la piété populaire, obsession de l'uniformité. Chaque jour férié est désormais vu comme un luxe, un privilège archaïque, un coût, non un don, une perte de points de PIB, non un gain de sens. Mais ce que nos technocrates oublient, c'est qu'un peuple sans fête est un peuple sans joie, un peuple sans repos est un peuple sans espérance, et un peuple sans mémoire est un peuple sans colonne vertébrale. La suppression du lundi de Pâques et du 8 mai n'est pas une simple réforme budgétaire, c'est une agression symbolique. Une suite logique du grand effacement de nos rites, de nos racines, de notre culture. Il y a plus d'intelligence dans une fête chrétienne que dans tous les classeurs de Bercy. Et plus de vérité dans une messe rurale que dans un conseil des ministres. Ce ne sont pas 2 jours fériés qui nous retirent. Ce sont 2 pierres angulaires d'un monde ancien qu'ils veulent raser pour bâtir leur désert. Le lundi de Pâques, vestige d'un temps sanctifié, mémoire vivante de la résurrection, promesse que la mort n'aura pas le dernier mot, supprimé. Le 8 mai, souvenir fraternel d'une paix arrachée aux ténèbres, hommage rendu à ceux qui tombèrent pour que l'Europe ne se dévore plus elle-même, effacée. 2 jours, 2 silences, 2 amputations consenties. Et pourtant, personne ne bronche. Le peuple courbe l'échine, habitué à perdre. Il a perdu ses repères, son pouvoir d'achat, son agriculture,
sa souveraineté. Il perd maintenant ses fêtes, et bientôt sa mémoire. Au nom de quoi? D'un déficit, d'une ligne budgétaire, d'un besoin d'efficacité. Mais qu'est-ce qu'un pays qui ne croit plus qu'aux chiffres? Qu'est-ce qu'une nation qui sacrifie le sens pour la productivité? Qu'est-ce qu'un peuple qui accepte de vivre sans rythme, sans racines, sans rite? Un peuple désarmé, désorienté, déjà défait. Car derrière la suppression de 2 jours fériés, c'est une vision du monde qui s'impose. Une vision comptable, désenchantée, technocratique, où l'homme est un rouage, où le calendrier est un tableau Excel, où l'histoire est une gêne, où Dieu n'a plus sa place. Mais nous ne sommes pas faits pour cette servitude. Nous ne sommes pas des ressources humaines, nous sommes des héritiers, des vivants, des fils. Et nous ne laisserons pas notre pays se réduire à un logiciel de gestion. Nous nous souviendrons, nous témoignerons, nous continuerons de fêter, de prier, de transmettre. Car une nation, ce n'est pas une entreprise. C'est un corps, une âme, une histoire. Et elle mérite mieux que l'oubli organisé. Ainsi parle le Seigneur. Tenez-vous sur les chemins. Regardez. Interrogez les sentiers d'autrefois. Où est le bon chemin? Marchez-y, et vous retrouverez le repos pour vos âmes.